Quoi, vous voulez vous battre? Dégonflé. Je crois que c'est pas un quartier pour nous. Je crois que c'est pas une ville pour nous. Allons dans la pizzeria. Comme ça, on n'aura pas d'histoire. Ouais, et on pourra peut-être téléphoner. Allons rameuter la bande. Une pizza à la saucisse et au poivron. Non, 2 pizzas. Et 3 cafés, s'il vous plaît. Ma chérie, on se lève et on s'en va. Ça va, papa? Elle a dû sortir, ça ne répond pas. Ils sont là. Allez, tapez dans la gueule, les mecs. Pas de quartier. Alors, les négrions, Ça va chauffer. Allez, venez. Ouais. alors, on ferme sa gueule, Ouais. Hein, sale blague, sale Allez, mec. battre. Hé, les mecs! On est là, nous! Ça va te donner. Non, laissez-moi un bout, je veux faire du pâté avec ces Ouais. trois cons. Allez, viens. Tu la vois? Tu la vois, celle-là? Allez, on y va. Attrapez les photocamps. Croyez-vous. Derrière tous, cours, cours. Wow. Tu vas, Annie! Allez, monte, pas toi, monte. Monte, on va les avoir, monte. Allez, grouillez. Je tire, elle est pas loin. Ouais, on va la voir. On va les avoir. Allez. Du l'air, les mecs, du l'air. Les ratez pas, tapez, tapez. Non, pas à gauche, pas à gauche. Cavale-toi, cours. Dépêchez-vous. Il y en a un par là, grouille. On va la voir. Cavalez-le, il s'en sortira pas, c'est l'autoroute. Ne ratez pas, courez. Alors, on est arrivé. Il est Problème, cuit. les grillons, on a un problème. Il est cuit. Allez, ouais. Amenez-le moi.
Il est coincé. Alors, mon négro, on cause? C'est ça, cavale. Allez, grouille. On va l'avoir. C'est bon, là, on l'a. Laissez, c'est pour moi. Non, il est à moi. Allez, tu vas en avoir. Ça, c'est le nègre. Allez, encore. Plus que ça. Les mecs, faites-moi Allez. Il le frappe comme des bêtes, il s'acharne sur ce pauvre noir. Je t'en supplie. Ne me tue pas, j'ai un fils qui a ton âge. Vas-y, donne-lui encore. J'en ai rien à foutre, tape le tape. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous! Envoyez-nous une voiture de police. Il le frappe avec des barres de fer. Alors, tu te relèves? Non, je crois qu'il est à son compte. Et ne refoue jamais les pieds au World Beach. Bon, bah, la partie est terminée. Allez, on se tire. Ouais. Viens par ici, les mains sur le capot. Qu'est-ce que tu fous si loin de chez toi? Qu'est-ce que t'es venu foutre à Howard Beach? Ma bagnole est tombée en panne. Comment tu t'appelles? Cédric Sandyford. Et qu'est-ce que tu sais à propos d'une baston sur Linden Boulevard? Je sais rien. C'est rien? Bon, allez, on t'embarque. Descends de voiture et suis-moi si ça te fait rien. Nom de Dieu, Michael! Michael! Lieutenant, Dégagez, monsieur. Bloquez la circulation. j'appartiens au district 124 à Hunters Point, lieutenant. Mon fils est peut-être impliqué là-dedans. Il croit avoir roulé sur un objet tout à l'heure. Un vieux pneu, je sais pas quoi. Oh, Michael! C'est ce gamin! C'est lui, c'est ce gamin qui a tué mon gendre! Bien, je vous remercie d'être venu pour le signaler. Si jamais vous avez encore besoin de lui, n'hésitez pas. Ça ira, merci. Non! Ils ont pourchassé Michael sur l'autoroute! Et c'est le gamin qui l'a foutu en l'air! Je vous dis que c'est lui! Ne laissez pas partir, je vous en supplie! C'est le gamin qui l'a foutu en l'air! Michael! Calme. J'ai cherché partout, papa, je retrouve pas la chemise bleue que je t'ai offerte pour ton anniversaire. C'est normal, je compte la garder pour moi. Mais j'ai plus que des sweatshirts sales. Toutes mes affaires sont au nettoyage. Le tiroir du haut dans ma chambre. Kevin, je crois que c'est ton tour de faire la vaisselle. Et comment je réussirai à entrer en fac si je rate mon examen d'histoire? J'aurais dû y penser hier soir. Ou avant-hier soir. Bonjour tout le monde, bonjour Lisa. Bonjour, Salut, Dodo. Dodo. Désolé d'être en retard, patron, ça roule mal. Ça ne fait rien, j'étais en train de régler un problème domestique. Il a surtout peur d'affronter ce peloton d'exécution. Eh bien, il n'a pas le choix, cette réunion est prévue depuis un mois. Merci, papa. J'aimerais que mes chemises m'aillent aussi bien qu'à toi. Vous avez vu ce qui est arrivé à Howard Beach? Ah oui, c'est affreux. T'aimerais qu'on nous confie cette affaire? Non, merci. Café. Au revoir. Salut tout le monde! Salut. Où est passé Kevin? Vous êtes nombreux à vous être élevés contre l'inculpation de ces deux policiers du Bronx il y a une semaine. Mais en ma qualité de procureur de l'État de New York, je me dois de veiller à protéger l'intégrité du système judiciaire de cette ville. Ce qui signifie que je dois poursuivre les juges véreux, les avocats véreux et les policiers véreux.
Vous êtes également nombreux à penser que les policiers sont une cible facile, trop facile. Mais je vous promets de ne pas négliger pour autant la corruption à d'autres niveaux de notre système. Et pour cela, je vous demande votre aide. Passez la consigne parmi vos membres. Si vous voyez ou si vous entendez le moindre signe de malversation, contactez-moi par l'intermédiaire du bureau de justice criminelle du gouverneur de Manhattan. Je vous remercie de votre attention. Y a pas à dire, patron. Vous savez manœuvrer les foules. La police a reçu plusieurs appels téléphoniques anonymes qui l'ont conduite à arrêter 10 jeunes gens soupçonnés d'avoir pris part à la brutale attaque d'hier soir à Howard Beach. Lors d'une conférence de presse ce matin, le maire a qualifié ce malheureux incident d'affaire numéro 1 sous sa juridiction. On peut dire que ça défile ce matin. C'est pas John Lester, celui qui a un casier? Si, on l'avait déjà bouclé l'été dernier, pour vol de voiture et détention d'un calibre 32 chargé. Il avait plaidé coupable pour le flingue. Et le petit, là-bas? Scott Kern. Il a 17 ans, casier vierge, élève en terminale. Ça, c'est la donne. Jason Ladon. Il a été très bavard lors de son interrogatoire ce matin. Celui-là, qui est-ce? Pourquoi est-ce qu'il boite? Michael Piron. Il dit qu'il a eu un accident de la circulation l'an dernier. Ces imbéciles m'ont raccroché au nez. Après, on a freiné à mort, mais on les a pas touchés. Hein. On a commencé à s'engueuler de part et d'autre, on les traitait de sales blagues, qui nous appelaient Blanche-Neige, enfin des trucs de ce genre. On est retourné voir nos potes, et on a dit ce qui s'était passé à tout le monde. Et j'ai dit, hé, on prend les bagnoles, on va à la pizzeria et on se les fait. Et je suis sûr qu'en fait, on n'aurait rien fait, sauf qu'au moment où ils nous ont vu nous amener, y a un des blagues qui a sorti une lame. Non, je vous jure. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec ces gosses? On les fout dehors ou quoi? Donnez-moi une minute, d'accord? J'attends un coup de fil de mon patron. Vous êtes assistant procureur, vous savez bien qu'on ne peut rien contre ces gosses, à moins de les inculper ou d'avoir un témoin à charge. Nous essayons de faire témoigner Sandy Ford. L'ennui, c'est qu'il refuse de coopérer. Cédric Sandyford est là. Il ne peut pas venir en personne. J'aimerais qu'il voie ses photographies, il pourra peut-être identifier les coupables. Mon beau-père a engagé un avocat pour le représenter. D'accord, mais s'il pouvait jeter un coup d'œil sur ses Cet photos... avocat s'appelle Clayton Barry. À partir de maintenant, toutes les demandes doivent lui être adressées. T'en fais pas, Cédric. On n'a qu'à faire comme Monsieur Barry nous a dit. Si vous refusez de coopérer, Monsieur Barry, nous n'avons accepterons rien. très volontiers de coopérer. Alors dites à votre client de venir. Nous voulons que Sandy Ford vienne déposer et identifier les suspects. C'est malheureusement impossible. Tant que vous n'aurez pas arrêté le chauffeur de la voiture qui a tué Michael Griffiths, mon client n'aura rien à vous dire. Mais nous avons entamé une enquête sur les circonstances de la mort de Griffith. Nous avons pour l'instant une affaire d'agression. Nous voulons que votre client se porte partie civile. Et je vais vous dire ce que je pense. Si Sandy Ford était blanc, et si son fils avait été assassiné par un gamin noir, vous savez pertinemment que ce gamin serait déjà sous les verrous et que vous auriez vérifié ensuite que c'est bien lui le coupable. Si vous impliquez que la justice de cette ville protège ce gosse parce qu'il est blanc... Mon client a identifié l'assassin de Michael Griffiths. Jusqu'à ce que vous teniez compte de cette information, nous nous opposerons à toutes vos demandes de coopération. Monsieur Ross, sur quel fait basez-vous ces accusations d'agression et d'homicide? Monsieur le Président, si Monsieur Sandy Ford était présent, son témoignage corroborerait nos présomptions et conduirait à l'établissement... En langage clair, Monsieur Ross, nous savons que vous avez étudié le droit. Monsieur Sandy Ford serait capable de nous dire en détail de quelle façon ces jeunes gens l'ont agressé. Mais Monsieur Sandy Ford est hélas absent, est-ce exact? Oui, monsieur, il se repose, il récupère, il a subi une grave blessure à l'œil droit, de sérieuses contusions et de multiples traumatismes crâniens qui ont nécessité 66 points de suture. C'est pourquoi je me permets de vous demander un simple ajournement de façon à... Motion rejetée. Et aucun élément ne me permet de prononcer une accusation d'homicide.
Monsieur le Président, si vous nous accordiez même un bref ajournement, je suis certain que... Et en l'absence du témoignage de M. Sandyford, il n'y a aucune raison légale de prolonger la garde à vue de ces jeunes gens. Mais, Monsieur le Président... Je ne peux donc aujourd'hui prononcer qu'une accusation de trouble grave de l'ordre public. Je fixe la caution à $25 000 pour M. Lester et 15 000 pour M. Kern et Ladon. Allô? Ne quittez pas, je vous le passe. C'est Harry Gannons. Il veut parler. Allô? Oui, Harry. Oui, c'est possible. À 3 heures, c'est parfait. Oui. Il veut me voir à son bureau demain. Le conseiller Burke et moi-même rentrons d'Albany. Une réunion avec le gouverneur sur cette affaire d'Howard Beach. Les risques potentiels de violence raciale dans cette ville sont sans limite. Vous devez nous aider, Joe. Qu'attendez-vous de moi? Reprenez l'affaire. Je croyais que les accusés s'étaient déjà fait mettre en liberté sous caution. C'est bien pourquoi la communauté noire est furieuse. Ils disent qu'il y a eu meurtre. Nous devons leur prouver qu'il y a au moins quelqu'un qui prend leur point de vue au sérieux. Je vous promets que si votre enquête justifie une accusation pour meurtre, vous aurez le droit à un grand jury et vous rétablirez ces inculpations. Mais si vous ne trouvez pas de quoi les inculper de meurtre, vous devrez le faire admettre à tous les membres de cette communauté de la façon la plus ferme possible. Sandyford a dit qu'il n'accepterait de coopérer que si vous vous chargiez de l'affaire. Vous aurez carte blanche et toute l'aide que vous désirerez. Je vous donne ma réponse demain. À la première heure. Mais Howard Beach est dans le Queens. Est-ce que c'est pas au procureur du Queens de s'en occuper? Et est-ce que c'est arrivé avant d'enlever une affaire criminelle au procureur en place? Et pourquoi ils veulent nommer un procureur spécial? S'il devait y avoir une enquête spéciale sur toutes les affaires d'homicide non résolues à New York, il n'y aurait pas assez de procureurs dans toute la ville. Je suis tellement content de t'avoir demandé ton avis. Ouais. T'es pas encore à la fac de droit. Passe-moi plutôt les pommes de terre, chérie. À ta place, j'accepterais. J'ai vachement de peine pour la famille du jeune que ces voyous ont tué. Ils aimeraient sûrement savoir la vérité. Et c'est aussi une affaire de principe. À tort ou à raison, les Noirs sont convaincus que jamais un Blanc ne sera puni pour avoir tué un Noir dans cette ville. D'une façon ou d'une autre, on dirait bien que t'es obligé de passer d'un merdier politique à un autre. Ouais, si t'en avais marre de te battre contre la corruption, attends donc d'avoir goûté à Howard Beach. Mais tu ne peux pas faire passer une affaire comme Howard Beach avec une aspirine. Mais si ça allait jusqu'au procès, ça fait une paye que t'as pas défendu un client devant un jury. Depuis l'affaire Brasher? Brasher? J'étais en culotte courte. J'en ai même pas entendu parler. Alors, qu'est-ce que tu décides? Tu te charges de cette affaire? Je crois que tu devrais oublier Charlie Brasher et accepter ce dossier. Qu'est-ce que Brasher a à voir avec ça? Tu n'arrêtes pas d'y penser, n'est-ce pas? À l'affaire Brasher. Comment le sais-tu? 23 ans de vie commune. Ouais, c'est vrai, j'y pense constamment. J'y pense même tous les jours, je peux pas m'en empêcher. Surtout quand je vais le voir à la prison. Ça fait déjà plus de 7 ans de ça. Les obstacles dans cette affaire étaient pratiquement impossibles à surmonter. Et je m'apprête aujourd'hui à affronter les mêmes obstacles avec Howard Beach. Une histoire tellement chargée d'émotions et de sentiments divers qu'il me semble pratiquement impossible de convaincre le moindre jury. Et il y a tellement plus en jeu ici qu'un malheureux gars accusé d'un viol qu'il n'a pas commis. Si c'est tellement important, ne fais pas semblant d'hésiter. Et voilà toutes les informations sur l'affaire. Tous les relevés topographiques, la description des véhicules en cause, etc. Bon, et ça, ce sont les formulaires DD5. Il y en a de 2 sortes, ceux qui proviennent du district et ceux des enquêteurs sur les lieux. Et voilà les dépositions des gosses. Et puis encore des DD5, les rapports des ambulanciers, du bureau local de la police, une enquête sur les antécédents de Sandyford. Vous avez fait des enregistrements vidéo, des dépositions? Notre équipement vidéo n'était pas disponible. Le chef l'a sûrement emprunté pour se faire un film. Je plaisante. Vous avez quoi sur M. Sandyford? Il n'a jamais accepté de faire une déposition, mais nous avons des témoignages indirects. Avez-vous déjà essayé de parler avec Sandyford en personne, ne serait-ce que pour gagner sa confiance? À vrai dire, non.
Est-ce que vous savez ce que ces soi-disant témoignages indirects racontent? Je cite. Cédric a été bien traité par la police, nous ne lui avons jamais mis de menottes, nous lui avons offert plus de 15 tasses de café. Les gosses vont à la pizzeria, ils sortent de voiture, et ensuite quoi? On ne sait plus. C'est ce qu'on va essayer de découvrir. La seule façon de ramener cette affaire assez vite devant un tribunal est de repartir à zéro. Pam et moi, nous avons épluché chacun de ces dossiers. En termes charitables, nos amis du Queens n'ont même pas atteint la première base. Ils n'ont jamais établi une chronologie ou un itinéraire de la poursuite. Ils n'ont même jamais eu de copie des rapports d'autopsie. Est-ce que le profil des victimes peut en quoi que ce soit expliquer pourquoi ils se promenaient à Howard Beach à 1h du matin? J'en ai ras-le-bol de ce type de questions, Ed. La loi leur donne le droit de se promener où ils veulent. Mais il peut être important de découvrir ce que les victimes venaient faire à Howard Beach. Ils faisaient tout sauf se promener. Ils faisaient peut-être leur shopping. Selon le rapport d'autopsie, il y avait des traces de cocaïne dans le corps de Griffiths. Ok, la meilleure chose à faire est d'analyser les éléments un par un afin de vraiment comprendre ce qui s'est passé. Duke, tu vas te rendre à Howard Beach cet après-midi. Passe au crible tous les voisins, parle à tous les gamins qui sont restés au dancing. Je veux savoir ce que les autres leur ont dit après leur expédition. Compris. Ed, tu vas éplucher les registres des anciens procès à la bibliothèque. Adieu mon bronzage. C'est primordial, Ed. Si obliger un gars à traverser une autoroute et à s'y faire tuer peut s'appeler un meurtre, il va nous falloir faire jurisprudence. Trouve-nous un précédent. Compris. Et que devient le jeune homme qui conduisait la voiture? Celui que Sandy Ford dit avoir reconnu. Je veux que tu enquêtes sur lui. Ce gamin dit que lui et sa petite amie venaient de voir une pièce au collège de Brooklyn. Tu refais le trajet. Et vérifie aussi s'il a des amis ou de la famille à Howard Beach. Prends Ed avec toi. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Qu'est-ce que vous en dites, patron? Est-ce qu'on a un homicide? Je n'en ai aucune idée. Hé hey. Ça c'est pour Howard Beach, connard. Les Blancs se sont garés devant la pizzeria. Ils avaient pris des armes avec eux? Ouais. Quel genre d'armes? Oh, des barres de fer. Enfin, ça ressemblait à des barres de fer. Bon, revenons à toi, Tim. Est-ce que tu avais aussi une arme sur toi? Non, monsieur. Un des Blancs prétend que tu avais un couteau. Tout ça, c'est des conneries, mec. Je jure que j'avais rien sur moi ce soir-là. Bonjour. Salut. Il y a eu un nouvel incident racial hier soir. Tu as parlé aux gamins qui sont restés au dancing? Oui, tous sauf un petit connard. Sa mère m'a refermé la porte au nez. Mon fils refuse de vous voir, c'est tout ce qu'elle m'a dit. C'est un grand scientifique, il travaille sur ses inventions. Ah, c'était plutôt gratiné comme soirée pour une bande de jeunes. Il y avait une stripteaseuse et des litres d'alcool. Et écoutez ça, la stripteaseuse était déguisée en flic. Mais je crois la connaître. Est-ce que les autres leur ont parlé de quoi que ce soit quand ils sont revenus de leur virée? Ouais, un des mômes incertain, Dominique Manzione, a dit que la bande s'était vantée d'avoir obligé un black à traverser l'autoroute. Tu as pu reconstituer la bande? Ils refusent de parler, ils se cachent tous. L'histoire du chauffeur a l'air véridique. Lui et sa petite amie sont allés dîner après la pièce. Le serveur se souvient très bien d'eux. Et l'horaire correspond. Ils ont dû arriver sur Crosby Boulevard aux alentours d'1h moins 20, heure approximative de l'accident. Il n'a donc pas eu le temps de se joindre à la bande ou de participer à la poursuite. Je suis sûre qu'il s'est seulement trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Il a heurté Michael Griffiths, mais il n'a aucun lien avec qui que ce soit à Howard Beach. Il a même proposé de se soumettre au détecteur de mensonges. Mais d'après la police, son véhicule n'avait subi aucun dommage. Il est revenu sur les lieux dans la voiture de son père, une Dodge. Quant à sa propre voiture, elle porte des traces bien visibles. Mais je crois qu'il est temps de parler à Sandy Ford. On
On n'est pas resté dans la pizzeria plus de quelques minutes. Vous, Michael et Timothy Grimes, vous êtes sortis par devant? À peine devant la porte. On voit arriver les Blancs en voiture. Et ils se mettent à hurler, à nous lancer des trucs. C'est là que j'ai reçu mon premier coup. Continuez. J'ai raconté ça 1 million de fois aux flics cette nuit-là et aucun d'eux n'a voulu me croire. Mais j'ai vraiment besoin que vous me le racontiez encore. J'ignore toujours avec quoi ils m'ont frappé. Peut-être une pierre. Nous sommes presque sûrs que c'est la rue où vous et Michael avez été poursuivis par la voiture. Alors, voilà l'emplacement de la pizzeria, et voilà exactement où nous sommes. La bretelle de l'autoroute est juste à notre droite. Ce qui signifie que la bretelle est parallèle à cette avenue. Oh, moi je ne sais plus. Il faisait nuit, c'était différent. Je suis de Brooklyn, je ne connais même pas le Queens. Et voilà le croisement avec la 86e rue. D'après l'appel reçu par la police, nous pensons que c'est ici qu'on vous a tabassé. J'étais blessé, j'avais mal. En me redressant un peu, j'ai vu Michael passer à travers le grillage. Et j'ai entendu le choc juste un peu après. Selon vous, on vous a donc tabassé avant même que Michael ne se soit fait renverser? Attendez une minute. La police n'a trouvé le cadavre de Michael qu'à 20 mètres plus au nord. Qui était cette femme qui a appelé la police? Elle s'appelait comment? Teresa Fisher. Elle habite là. Là où il y a le panneau à vendre. Elle et sa sœur ont quitté la ville. Elle refuse de témoigner. Elle a peur? Je crois qu'en fait, elle a cédé à la pression. Les gamins venaient tous de familles installées ici et les parents ne veulent pas voir leur enfant aller en prison. Cédric, nous avons énormément de mal à trouver le moindre rapport entre le chauffeur de la voiture qui a renversé Michael et tous les autres types qui vous pourchassaient, vous. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est le même gamin qui nous a poursuivis en Oldsmobile. La voiture qui a tué Michael n'était pas une Oldsmobile. En admettant que ce soit une, comment aurait-elle tourné? Et comment serait-elle arrivée exactement au même moment, hein? Dites-moi donc comment, en prenant la bretelle à contresens, il faisait nuit. Comment aurait-il vu Michael à cette distance? Comment l'aurait-il repéré? Oh merde, qu'est-ce que je sais? Hey! Mais attendez! Hey! Cédric, revenez! Avance! Mais nom de Dieu, Cédric, mais qu'est-ce qui vous a pris? Vous voyez à quel point c'est facile, alors que personne n'essaye de vous tuer. Moi, je repense constamment à cette nuit-là. Je revois Michael en petits morceaux, sa cervelle éclatée sur le ciment. Il m'arrive de regretter de l'avoir pas suivi. Tu es sûr que ça va? Hein? Oui, ça va. Cette fois, il va falloir trouver le fin mot de cette histoire. Ou avant qu'on arrive devant le grand jury, la moitié du Queens sera en flammes. Il faut qu'on retourne un de ces gamins, qu'on l'amène à témoigner contre les autres. C'est notre seule chance de découvrir ce qui s'est vraiment passé. Le problème, Joe, c'est qu'il semble loin d'être disposé à coopérer. Quel est le premier à avoir pris un avocat? C'est un nommé Robert Riley. Les flics ne l'ont même pas interrogé. Pourquoi, Joe? Souvent, les premiers à chercher à se couvrir sont ceux qui ont le plus à cacher. C'est comme ça que Joe justifie sa paye. Commence par Monsieur Riley et va jusqu'au bout de la liste. Tâchez de joindre son avocat demain matin. Joe, vous savez que nous n'avons pas de quoi faire pression sur ces gamins. Dites-leur que le train va partir sans eux et qu'il ne leur reste pas plus de 24 heures pour faire leur bagage. Un malheureux a laissé sa vie sur cette autoroute et je veux savoir qui l'a tué. Joe, le bureau d'Harry Gammon vient d'appeler. De façon à prévenir de futures poussées de violence raciale, le bureau fédéral enverra des policiers en civil dans toutes les écoles secondaires de la ville, à dater d'aujourd'hui. Café? Robert, je veux que toi et tes parents m'attendiez au café. Ça va aller. Cette fois, la balle est dans mon camp. Robert Riley a ou n'a peut-être pas connaissance de certains faits. Quoi qu'il en soit, si jamais il décidait de se remémorer ces faits, nous espérons Je n'ai pas que... à tenir compte ni à discuter de ce que vous espérez. Je propose à votre client de se mettre à table. S'il le fait, j'en serai ravi. S'il refuse, nous trouverons toujours d'autres témoins. Je proposerai ce marché à un autre gamin. Je ne veux pas que vous ayez l'impression que nous ne sommes pas prêts à coopérer. Je veux seulement que vous sachiez que mon client n'a pas participé aux faits. Robert Riley n'est en aucune façon mêlé à cette violence.
à d'autres. Nous savons que lui et Lester ont organisé la poursuite. Nous savons que Riley a conduit 3 de ses amis dans sa voiture jusqu'à la pizzeria. Monsieur Heinz, inviter des amis à la pizzeria n'est pas un délit criminel. Mais lui et tous ses petits amis ont aussi pourchassé Griffiths et Sandy Ford le long de la 156e avenue. Très bien. Il va vous raconter tout ce qui s'est passé, au moins ce dont il se souvient, si vous lui promettez l'impunité. Je n'ai pas accepté ce genre d'offre. Allez dire aux parents de Riley que leur fils va être inculpé. Et dites-leur bien que la prochaine fois qu'ils vous verront, ce sera pour le défendre lors d'un procès pour meurtre au second degré. Et on a vu les Blacks sortir ensemble par la porte de devant. Très bien. Monsieur Riley, c'est alors que vous dites avoir vu le couteau. Ouais, il y a un des grands noirs qui a dégainé devant nous. Lequel? Le jeune gars. Pas celui qui s'est fait foutre en l'air. L'autre gars. Grimes. Ouais. Et qui avait la barre de fer? Scott Kern. Et qu'est-ce qu'il faisait de cette barre de fer? Il frappait le sol avec pour essayer de leur faire peur. Et ils se sont mis à courir. J'ai pris la barre de fer à Scott et j'ai commencé à les menacer avec, et c'est là qu'ils sont partis. Grimes est allé vers le croisement, les 2 autres ont tourné à gauche vers la 156e avenue. Et si on revenait aux voitures, monsieur Riley? Il y en a plusieurs qui sont partis à leur poursuite. Ils ont ralenti pour me laisser monter. Très bien. Bon, vous avez donc poursuivi les Noirs en voiture? Non, en fait, on les suivait, on ne les poursuivait pas vraiment. Pendant qu'un autre groupe les poursuivait à pied? Est-ce que vous aviez bu ce soir-là, monsieur Riley? J'avais dû boire quelques bières. Combien de bières? 10 ou 12. 10 ou 12 bières. Vous étiez ivre? Je me sentais vachement bien. N'avez-vous pas dit que vous étiez tellement sous ce soir-là que vous ne vous rappeliez plus ce qui s'était passé? Je suis sûr que non. Très bien. Donc, vous avez poursuivi ces 2 Noirs en voiture? On en suivait seulement un, en fait. Oh, attendez, je suis perdue. Rappelez-nous combien de Noirs vous suiviez ce soir-là? Au début, on en suivait 2, mais ils se sont séparés. Le jeune gars, Griffiths, a pris à droite sur la 90e rue. Montrez-nous ça. Il y a un gars qui est allé tout droit, et l'autre gars a tourné à droite et s'est mis à courir, vers le périph'. Et qu'avez-vous fait? On l'a coursé jusqu'à la clôture. En voiture? Aussi loin que possible. Après, on l'a coursé à pied. Tous les 4? 5. Michael Piron était avec nous. Nous avons un témoin qui jure que Michael Griffiths a franchi la clôture à la hauteur de la 86e rue. Non, foutaise, on l'a poursuivi jusqu'à l'autoroute à cette hauteur, la 90e rue. Je connais le quartier par cœur, il s'est fait tuer là, je vous dis. Vous aviez encore la barre de fer? Non, Lester me l'avait enlevé des mains. Et il était parti à pied avec les autres. Il est venu vous la prendre et vous l'avez laissé faire. Non, on s'est battus comme des chiffonniers, mais il est vachement fort. Mais où était Michael Griffiths pendant que vous vous battiez? Et il s'est remis à courir et on est arrivé près de la clôture et on s'est tous remis à hurler. Et ensuite? Griffiths a traversé l'autoroute et il y a eu l'accident. Ça a fait un drôle de son, un genre de craquement, et j'ai vu son corps s'envoler dans les airs. Et je suis revenu à la bagnole avec Michael Piron et il s'est mis à chialer. C'est comme ça que ça s'est passé. Je jure que j'ai tué personne. Vous allez quand même pas m'envoyer en tôle? Les tensions sont vives sur Crosby Boulevard à Howard Beach. D'un côté, des centaines de résidents blancs en colère, et de l'autre, plus de 1000 manifestants protestant contre les violences raciales qui ont amené la mort de Michael Griffiths. La police a désespérément tenté de séparer les 2 groupes, mais de part et d'autre, les extrémistes cherchent la confrontation. Ça sent aussi, Denis. Il commence à en venir aux mains. Les membres de la communauté noire ont qualifié Howard Beach de royaume de la haine et de la honte. Nous venons ici prouver que nous avons le droit d'aller où nous le voulons, m'a dit l'un des manifestants. Nous connaissons notre ennemi s'appelle racisme. Joe,
Joe, je voulais justement vous appeler. Je suis là. Joe, les problèmes politiques deviennent préoccupants. La communauté blanche Je s'apprête me à fous prendre les armes. complètement de vos problèmes politiques. J'ai accepté cette affaire à la condition d'avoir carte blanche pour l'instruire de la seule façon qui me convienne. Écoutez, tout ce que nous vous demandons, c'est de nous faire un rapport préliminaire, rien de plus. Convoquez une conférence de presse, dites qu'il y aura sûrement des inculpations de part et d'autre. Vous connaissez mon avis, je ne crois pas aux conférences de presse. Mais vous allez devoir faire une exception dans ce cas, Joe. Le conseil municipal veut éviter une explosion de violence. Harry, toute forme de publicité avant le procès serait d'une injustice flagrante envers les accusés. Oui. Vous avez vu la presse? Les Noirs menaçaient les jeunes avec un couteau. Quelqu'un a ébruité le témoignage de ce Lester. Si jamais ces jeunes se trouvaient réellement en état de légitime défense... Spéculation. Nous ignorons si Lester dit la vérité. Très bien. Je vous demande tout simplement de me pondre un seul paragraphe que j'enverrai à la presse pour confirmer qu'on progresse lentement. Quand j'aurai une déclaration à faire, je la ferai devant un grand jury. C'est parfait, Richard. Elles sortent à peine du labo. J'ai pensé que vous voudriez les voir. J'ai encore des doutes à propos du témoignage de Riley. Tu crois qu'il a dit la vérité? J'en sais rien, mais c'était plutôt convaincant. Ça ne correspond à aucune des informations que nous avions jusqu'à présent. Il n'y a pas eu un seul appel venant de la 90e rue alors qu'il prétend que tout s'est passé là-bas. Mais tout ça s'est peut-être déroulé trop vite. Ok. Mais il y a plus important. Comment le cadavre de Griffith est-il arrivé de la 90e rue jusqu'à l'endroit où la police l'a trouvé? C'est une bonne question. Il a beau dire qu'il a vu le cadavre s'envoler dans les airs, ça semble J'ai impossible. bien envie de faire une reconstitution avec un mannequin. C'est pas la peine, Joe. Je vais vous montrer quelque chose. La jambe droite de Griffith a été mise en miettes. C'est la jambe qui supportait son poids. Et voilà la radio de son fémur. Pulvérisé. Très probablement au moment où il a été heurté par la voiture. Selon le rapport d'autopsie, il n'a pas parcouru plus de 8 mètres. Bien. On devrait quand même vérifier. Mais enfin, Joe, regardez ça. L'angle du capot a été enfoncé par le choc. Le cadavre a dû rouler sur le côté gauche après l'impact. Il a même arraché le rétroviseur, mais pas l'antenne radio sur le toit. Richard, nous allons vérifier. Le mannequin a la taille et le poids de Griffith. La voiture est du même modèle. Ça fait environ 45 mètres. Exactement la distance qui sépare la 90e rue de l'endroit où on l'a retrouvée. Navré, Joe. Ça redonne un peu de crédibilité au témoignage de Riley. Il force un être humain à traverser une autoroute. Il le regarde se faire renverser par une voiture à 120 km/h. Il voit son cadavre s'envoler et traverser pratiquement la moitié d'un terrain de football. Mais eux, ils continuent à poursuivre un autre homme, descendre de voiture et commencent à le tabasser à mort à coups de barre de métal. Mais dans quel monde est-ce qu'on vit ? Moi, ma théorie, c'est que Sandy Ford n'a jamais menti de façon délibérée. Je crois qu'il a juste été dépassé après que lui et Michael se soient séparés. Et si tu ajoutes à ça son remords d'avoir survécu à ce... les gars, regardez ça. Tu as trouvé quoi? J'étais censé trouver un précédent légal pour une accusation d'homicide. Eh bien, je crois que j'en ai un. Et les ressemblances sont stupéfiantes. Ça s'est passé à Boston? Oui, une certaine affaire Savin Hill. Un groupe de blancs pourchasse 3 noirs sur une voie de chemin de fer et les oblige à entrer dans un tunnel où ils se font tuer par un train de banlieue. Et écoutez ça. Les Blancs sont condamnés pour meurtre au 1er degré. J'aimerais utiliser ça devant le grand jury. C'est cette histoire de tunnel qui a tout fait basculer. Aucune issue, aucun moyen pour les victimes de s'échapper. Voilà ce qui peut transformer une agression en homicide. Fais tes valises, vieux. Tu pars pour Boston. Retrouve les témoins de l'affaire et les avocats qui ont plaidé l'appel. Parfait. L'affaire Savin Hill nous donne une chance de plus. Mais nous devons tout de même corroborer le témoignage de Riley. Au cas où vous l'auriez oublié, il y a une loi dans cet État qui dit que le témoignage d'un complice direct ne suffit pas à justifier une inculpation. Il faudrait qu'on prouve que les autres gamins se trouvaient aussi sur les lieux. Eh bien, Riley mentionne quoi? Il parle de 5 complices, les 4 autres plus lui-même. Il peut mentionner tout ce qu'il veut, c'est le témoignage d'un complice, ça ne justifie pas une inculpation. Compris?
Alors écoutez-moi attentivement. Ce matin, j'ai eu un appel du conseil municipal. Ils insistent pour que je demande devant le grand jury une confirmation de l'accusation d'agression à main armée. J'ai dit que c'était hors de question. Nous sommes à ça d'obtenir une inculpation pour meurtre. Et l'enjeu dépasse de loin cette seule affaire. J'ai lu quelque part que le racisme fonctionne comme les sévices corporels. La victime dans une génération devient elle-même le bourreau dans la suivante. Eh bien, nous avons l'occasion de contribuer à briser ce cycle. Alors il faut qu'on réussisse. Je vais revenir. À vous de me trouver une solution. On est obligé de faire avec ce qu'on a. La description de l'accident, les dépositions, les DD5, l'appel de cette femme à la police. Revoyons les dépositions. Non, on les a déjà épluchées 1 million de fois. On a retrouvé les voitures, on a passé au crible tous les témoins. Qu'est-ce qu'on peut tirer de la barre de métal? Oh, je t'en prie, Je suis sérieuse. Attends. Accorde-moi une minute. On sait que Riley avait cette barre de métal dans sa voiture en arrivant à la pizzeria. Et on sait que Scott Kern la lui a ensuite prise et qu'il martelait le sol avec pendant la confrontation. On sait aussi qu'elle se trouvait à nouveau dans la voiture quand ils ont poursuivi Griffiths. Et on sait que Lester l'a enlevé des mains de Riley en arrivant à la 90e rue. Attends une seconde. Ils sont combien à avoir parlé de cette bagarre à la police? Lester l'a fait, Kern l'a fait, Ladon l'a fait, et même Michael Piron. Donc, tous les 4 admettent qu'ils ont vu Lester et Riley se disputer la barre, et nous savons que ça s'est passé pendant la poursuite sur la 90e rue. Ce qui signifie donc que tous les 4 se trouvaient aux côtés de Riley sur les lieux du crime, piégés par leurs propres témoignages. Nous avons gagné, nous sommes prêts à affronter le grand jury. Si on téléphonait à Joe. Oh non, non! Bravo les mecs, nous sommes les meilleurs. Ce procès n'est donc pas seulement celui de Howard Beach, c'est le procès d'un groupe d'hommes que nous accusons d'avoir commis des crimes extrêmement graves. Cela aurait pu arriver dans n'importe quelle communauté au monde, et cela a été causé par la défiance et la haine envers des hommes différents. C'est arrivé pendant l'Holocauste. Ça arrive encore en Afrique du Sud, et cela arrive aussi en Irlande du Nord, où un peuple a commis le crime de choisir la mauvaise religion. Dans les accusations que je vais vous lire, je me contenterai de faire référence aux seuls délits qui ont été commis cette nuit-là. Mais nous devons tirer de tout cela une leçon très simple. Ne donnons plus à nos enfants d'exemples de haine et de violence, où la tragédie de Howard Beach se répétera. Le président s'apprête à lire les inculpations. Conformément à la loi, l'accusé John Lester devra répondre devant la nation des inculpations de meurtre au second degré, de tentative de meurtre, de brutalité, d'agression, d'émeute, d'incitation à l'émeute et de conspiration. Il sera déféré dans les meilleurs délais devant une cour de justice criminelle. Conformément à la loi, l'accusé Jason Ladon devra répondre devant la nation des inculpations de tentative de meurtre, brutalité, agression et émeute. On a gagné. Ah oui, magnifique. Il faudra faire nettoyer votre costume bleu, Joe. Un grand jury pris de panique peut inculper le monde entier. Nous ne nous sentons pas concernés. Êtes-vous prêt à défendre vos clients devant la cour, Monsieur Bernstein? Certainement.
Il n'y a pas une seule preuve tangible dans l'ensemble du dossier de l'accusation. Par conséquent, plus vite nous serons confrontés devant une cour de justice, plus vite nous serons lavés de ces inculpations grotesques. Voulez-vous insinuer que vos clients sont innocents? Je continue à maintenir qu'ils étaient en état de légitime défense. Nous avons, comme vous, été informés que l'un des trois noirs les a menacés de son couteau, sans reprocher à M. Hines sa flamme et sa grande éloquence. Il ne s'agit pas ici d'un incident racial. Ces hommes n'étaient pas de tendres agneaux égarés dans Sodome. C'étaient trois voyous dangereux qui ne recherchaient qu'une occasion de se battre. Au lieu de critiquer les faits, il va faire le procès des victimes. Copie des messages reçus par le central au 345, 445 et 545. Voici le message numéro 1, un appel de détresse. Ils le frappent comme des bêtes. Ils s'acharnent sur ce pauvre noir. Et ça se passe devant chez vous, madame? Combien d'agresseurs voyez-vous? Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous. Envoyez-nous une voiture de police. Ils le frappent avec des barres de fer. Teresa Fisher, c'est notre seul témoin et nous ne savons toujours pas où elle est. Elle est toujours quelque part en Floride. Elle a reçu des appels. Tu m'en diras tant. Avez-vous décidé qui allait plaider l'affaire? Oui, moi. Ah. Super. Pourquoi? Qui croyais-tu que j'allais désigner? Eh bien, Ed Boyard, par exemple. C'est un avocat très éloquent. Il a gagné de nombreux procès. Mais j'ai toujours pensé que j'étais moi-même un avocat très éloquent. J'en suis certain, Joe, mais vous avez de l'avenir dans la politique et je ne vous voyais pas courir le risque. Par ailleurs... Par ailleurs quoi? Vous risquez d'être un peu rouillé. Je veux dire, dans quelque temps. Merci pour cette confiance aveugle. Ah, ça ne veut pas dire que vous ne gagnerez pas. Enfin, on ne l'a pas envisagé. Ah non? Vous en avez discuté entre vous? Non. Enfin, de temps à autre. Qui va assurer la défense? Dick Bernstein, David Slaney. Je me suis déjà mesuré à Slaney dans cette histoire de drogue à l'aéroport l'an dernier. Il est excellent, Joe. Il va avaler Sandy Ford, il ne va en faire qu'une bouchée. Et il va le recracher devant le jury. Joe, je vous présente les inspecteurs Hafner et Weiss. Bonjour. Enchanté. Ça va? Ils vont vous raccompagner. Pourquoi? Il y a un problème? Aucun problème. Ils vont juste emménager près de chez vous jusqu'à la fin du procès. Beaucoup de gens ne nous aiment pas. Ne prenons aucun risque. Le jury voudra savoir exactement où tu t'es enfui après avoir quitté le parking. Ouais, je leur dirai. Et aussi ce que tu as fait très exactement en voyant qu'ils avaient une barre de métal. On en a parlé des milliers de fois. J'ai du nouveau pour toi, Timothy. Il y a 4 avocats de la défense qui siégeront dans ce tribunal. Et ces gars-là, c'est une sacrée équipe. Et chacun à leur tour, ils essaieront de te mettre en pièces et ils t'obligeront à tout leur répéter. Et à leur répéter Ça va, encore. j'ai pigé. Alors dis-leur la vérité. Ça t'évitera d'avoir à te rappeler ce que tu as dit. Bon, alors qui est sorti le premier, toi ou Cédric? Je me rappelle plus. Vraiment? Ouais. Alors c'est la bonne réponse. C'est alors que tu as vu les autres. Mais où? Ils avançaient vers nous, ils venaient de là-bas. Est-ce que tu as dit quelque chose? Ouais, à Michael et Cédric, je leur ai dit de faire gaffe, c'est tout. Et ensuite? J'ai sorti ma lame. Quoi? Mon couteau pour me défendre. Ce n'est pas ce que tu m'as dit la première fois, Timothy. Et en tout cas, ce n'est pas ce que tu as dit devant le grand jury. N'est-ce pas? C'est vous qui venez de me dire que si je racontais tout, Je sais très bien ce que j'ai dit. Pourquoi, nom de Dieu, mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? Tu ne comprends donc rien. Le fait que tu aies eu un couteau va leur permettre d'exiger un verdict de légitime défense.
Écoutez, je leur ai juste montré le couteau avant de le remettre dans ma poche. Est-ce que tu veux dire que tu ne leur as montré ton couteau qu'après avoir vu la barre de métal? Mais évidemment que j'ai vu la barre de fer avant. Ça va comme vous voulez, monsieur Hines? Ouais, oui, tout va pour le mieux. Hey, regardez qui est là. Comment ça va, Joe? Vous êtes superbe. Oh, c'est grâce à l'air frais et à un bon régime. Ah, je vous ai apporté des pamplemousses et des oranges. Je les ai laissés en bas au greffe. Magnifique. Alors vous revoilà à la une des journaux. Oui. War Beach, ça doit être tout repos. Oui. Je suis surpris que vous ayez trouvé le temps de venir. Est-ce que j'ai déjà laissé passer un mois? Bon, d'accord, je ne suis pas surpris. Ça fait plaisir. Ah, moi aussi. On m'a dit que vous étiez avec les fédéraux la semaine dernière. Oui, j'ai témoigné. Trafic de drogue en prison, ils avaient coincé un gardien marron. Ça devrait raccourcir votre peine? On verra. Je souhaite qu'on vous libère au plus tôt, Charlie. Oui, je sais. Le plus tôt ne vient jamais assez tôt. Et votre procès, c'est pour quand? Bientôt. Dans une semaine. Ça fait plaisir de se bagarrer à nouveau, hein? En fait, je suis en train de me dire que je ferais sans doute mieux de déclarer forfait. Je me sens un peu rouillé. Je ne me rends même plus compte qu'un gamin me raconte des bobards. Alors, vous n'allez pas plaider l'affaire? Pas cette fois, non. Vous croyez pas que le jury serait impressionné si le voyant procureur d'État venait défendre l'affaire en personne? On ne gagne pas seulement parce qu'on est là. Vous le savez très bien, il faut avoir de l'éloquence, il faut avoir de l'instinct. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'éloquence et d'instinct? Vous êtes le meilleur avocat d'assises de l'État. Je ne l'ai pas été en 1979. Vous l'étiez déjà et vous l'êtes encore. Et s'il fallait que j'aille en appel, je vous engagerai tout de suite. Voulez-vous gagner l'affaire War Beach? Il faut à tout prix qu'on gagne. Alors secouez-vous et plaidez. Et je ne vous conseille pas de laisser l'affaire à un autre. C'est compris? Allez, tirez-vous. Allez bosser. Et la prochaine fois, apportez-moi des pêches. J'adore les pêches. « 63 ans, dur comme une planche à clous, devenu juge en 79. C'est un ancien procureur? Il a instruit de gros dossiers, l'affaire Crimmins, l'affaire Shield, le policier qui avait tué un enfant. Comment tu prononces son nom? Colonellos. Il a décidé de scinder l'affaire en 2 procès et de s'occuper d'abord des inculpations pour meurtre. Vous dites avoir reconnu Dominic Bloom, le chauffeur de la voiture qui a tué Michael parmi vos attaquants. Je le dis depuis le début. J'ai quelque chose à vous faire voir. Vous reconnaissez cet homme? Oui, c'est Dominic Bloom. Non, je regrette. C'est une ancienne photographie de San DeSimone, un des jeunes qui était à la pizzeria ce soir-là. Non, c'est impossible. C'est le type que j'ai vu dans la voiture en compagnie de son père. Et cet homme-là, vous le reconnaissez? C'est le même gars. Non, cette fois, c'est bien une photo de Dominic Bloom. C'est juste une de ces incroyables coïncidences, Cédric. Voilà le garçon qui conduisait la voiture. Ces 2 jeunes ne se sont jamais vus. Ils ne sont pas parents. Ils se ressemblent seulement comme 2 frères. Et nous avons d'autres documents que j'aimerais également vous montrer. Ça suffit. Arrêtez, je vous en prie. Je me souviendrai de ce bruit jusqu'à mon dernier souffle. Où étiez-vous quand vous l'avez entendu pour la première fois, Cédric? Vous étiez couché dans l'herbe? C'était après qu'il vous ait tabassé?
ça devait être avant. Je regardais vers le périph'. J'espérais que Michael pourrait s'enfuir. On s'était séparés. Je n'ai rien pu faire pour lui. Monsieur, avez-vous eu connaissance de reportages télévisés, d'articles de presse ou de publicités de quelque sorte faits autour de cette affaire quand elle s'est produite? Non, monsieur. Je rendais visite à ma sœur qui habite Rhode Island. Je vois. Bien, merci. Monsieur le Président, je n'ai pas d'objection concernant ce juré. Restez en contact avec le greffier de la Cour, Monsieur Keegan. Vous pouvez continuer, Monsieur Bernstein. Bonjour, madame, comment allez-vous? Bien, merci. Madame Hart, Madame Hairston. Madame Hairston. Madame Hairston, vous habitez ce qu'on peut appeler le quartier noir de Jamaica Queens, c'est exact? Oui, tout à fait. Très bien. Une petite question. Et si vous étiez admise dans ce jury, et si au vu de tous les témoignages, vous décidiez que les accusés ne sont pas coupables, vous sentiriez-vous toujours en sécurité dans le quartier où vous vivez? Objection, Monsieur le Président. Il s'agit là d'une tentative pour le moins cynique d'intimidation du juré. Retenu. Bien, je retire cette question, et je souhaite faire usage de mes droits péremptoires afin d'exclure ce juré, si votre honneur le permet. Objection, il est évident que Monsieur Bernstein use de ses droits péremptoires afin d'exclure de ce procès tous les membres de la communauté noire. Oh, je vous en prie. Selon le 6e amendement, le prévenu a droit à un jury impartial, et nous sommes autorisés à faire pleinement respecter ce droit. Objection. Affaire Batson contre Kentucky. La Cour suprême a décrété l'an dernier que pas un procureur ne devait être autorisé à user de droits péremptoires pour des considérations raciales. Je me souviens très bien de ce dossier, Monsieur Hines. Et je tiens à rappeler que les décisions de la Cour s'appliquent également aux avocats de la défense. Aucun juré ne sera exclu de cette affaire en raison de sa seule appartenance raciale. Est-ce que c'est une décision historique, Monsieur Hines? Une décision courageuse et juste. Eh bien, nous allons devoir nous en accommoder. Et n'oubliez pas qu'un beeper a été trouvé près du cadavre de Griffith, et nous en démontrerons la raison. Nous savons seulement qu'un beeper a été volé sur le chantier de construction au travail de Michael Griffith. Et nous allons prouver que Sandy Ford, Griffith et Grimes sont les véritables agresseurs. Selon vous, ils se trouvaient à Howard Beach dans un but bien précis. Nous savons qu'ils y sont venus au volant d'une voiture qui appartient à un gros bonnet du trafic de cocaïne, de Tampa, en Floride. Un commentaire, Monsieur Hines? Michael et Cédric n'ont été agressés et battus que parce qu'ils étaient noirs. C'est la vérité. Et le monde entier le saura. Excusez-nous. Je vous remercie. À bientôt. N'oubliez pas d'eau, c'est la voie de Joe, c'est une grande salle. Et prenez ça avec vous, ça peut toujours servir. Non, c'est inutile, je connais le dossier par cœur. L'affaire de Howard Beach va enfin être jugée, au cours d'un procès qui va devenir un test racial pour toute la nation. À une époque où la criminalité noire liée à la drogue continue d'inspirer la peur et la colère des communautés blanches. Bon, il est temps de se dépêcher. Il est presque 10 heures. Tuez ces voyous! Tuez-les! Quand vous aurez entendu tous les témoignages, il ne restera que 2 questions que vous devrez trancher. Qui a tué Michael Griffith? Et qui a pourchassé Cédric Sandyford et l'a battu si sauvagement avec des matraques et une barre de métal qu'il a fallu plus de 60 points de suture pour refermer ses plaies? Mesdames et messieurs, à l'issue des débats, je souhaite que vous compreniez tous
que lorsque Michael Griffiths fuyait le long de la 90e rue, le long de cette rue étroite, encerclée par des clôtures, des grillages, entourée de palissades, qu'il était pris en chasse par des automobiles et par des groupes d'excités, des groupes armés, qui l'injuriaient et le menaçaient de violence, cette petite rue étroite a fini par devenir une sorte de tunnel. Et son dernier espoir de fuir était de mettre le trafic automobile de l'autoroute entre lui-même et ses agresseurs. Le plus curieux, c'est que la plupart des témoins retenus par M. Hines ont présenté 2, puis 3 ou 4 versions différentes des faits. Vous entendrez Robert Riley admettre qu'il s'est vendu pour échapper à l'enquête, qu'il a vendu son âme pour ne pas être présent avec les autres accusés. Nous démontrerons qu'au moment où se sont produits les faits, Cedric Sandiford a refusé de collaborer avec la police. C'est étrange. Est-ce là une conduite normale pour un homme qui prétend n'être qu'une innocente victime? Timothy Grimes a refusé de coopérer lui aussi. Et il y a encore mieux. Il apparaît que leur ami Griffith avait une quantité substantielle de cocaïne dans son organisme. C'est une honte, Monsieur le Président. Allez-vous le prouver, Monsieur Slaney? Oui. Oui, je vais le prouver. L'analyse du cadavre démontre qu'il y avait une infime quantité de cocaïne présente dans son système. Et nous démontrerons que depuis le début, M. Hines s'est acharné sur les inculpés. Peu lui importait qu'il soit coupable ou non. Il voulait qu'il le soit. Il fallait que ça passe ou que ça casse. La fin justifiait les moyens. Bonjour, Joe. C'est le zoo dehors. Tu as pu faire entrer Grimes? Oui, dans la salle d'attente des témoins. Merci. Voilà son casier judiciaire. Ce n'est pas un enfant de cœur. Je commencerai par me débarrasser de ses antécédents. Si le jury apprenait ça de Bernstein et Slaney, il croirait que nous voulons le couvrir. Ah, au fait, est-ce qu'on a pu localiser cette Teresa Fisher? Non, toujours rien de nouveau. Timothy Grimes, avez-vous déjà fait usage de drogue? Oui. Quel genre de drogue? Marijuana, cocaïne et crack. Monsieur Grimes, le 12 septembre 1982, vous a-t-on arrêté pour un vol avec effraction? Oui. Vous rappelez-vous aussi avoir été arrêté en octobre 1986 et condamné pour agression? Oui. Peu de temps après les incidents d'Howard Beach, vous a-t-on arrêté et une fois encore condamné pour agression? Oui. Qui vous accusait-on d'avoir agressé? Ma petite amie. Monsieur Grimes, vous nous avez déclaré ce matin avoir commis un vol avec effraction le 12 septembre, c'est exact. De quelle année? Oh! Mais combien donc en avez-vous commis? Accordé, je vous en prie, Monsieur Slaney. Dites-moi, est-ce que vous vous rappelez que vous et un ami avez attaqué une Madame Vital et son époux? Vous souvenez-vous de cet incident? Oui. Vous avez dit que ce n'était pas prémédité, que ça vous était juste venu à l'esprit, à la dernière minute. Est-ce exact? Eh bien, est-ce que cette attaque était préméditée? Non. Donc, vous prétendez aujourd'hui que vous êtes un genre de personne qui peut très bien se promener dans la rue, décider de faire de n'importe qui sa victime et l'agresser pour la dépouiller. Monsieur, lorsque votre ami a menacé de son arme Madame Vital dans sa voiture, vous étiez présent, vous aussi? Oui. Et elle était vraiment effrayée, j'imagine. Ouais. Oui, et je pense qu'elle devait être encore plus effrayée quand vous lui avez dit « Sors de la voiture ou on va te tuer ». Le lui avez-vous dit? Non. Monsieur,
lorsque vous avez témoigné devant le grand jury, vous leur avez déclaré ne pas avoir de couteau. Ce soir-là, devant la pizzeria. Je m'en rappelle. Oui, et aujourd'hui, vous avez déclaré à ce jury qu'en fait, vous en aviez un. Ouais. Par conséquent, vous avez menti au grand jury. J'avais dû confondre. Bien évidemment. Savez-vous que le parjure est un délit? Et vous rappelez-vous qu'on vous a demandé tout à l'heure de lever la main droite? Monsieur Slaney, je vous rappelle à l'ordre. Monsieur, où était votre couteau? Dans mon froc, j'imagine. Comment l'avez-vous ouvert? Il s'ouvrait comment? Avec un simple mouvement du poignet ou bien est-ce qu'il pouvait s'ouvrir des deux côtés? Vous êtes sûrement un spécialiste des couteaux. Dites-moi combien il avait de lames. C'était un modèle à cran d'arrêt. Et est-ce que M. Sandiford avait un couteau? Est-ce que M. Sandiford avait un couteau? Non. Très bien. Au moment où vous êtes sorti de la pizzeria, vous avez vu les blancs, vous avez sorti votre couteau. Avez-vous dit quelque chose à Sandiford ou à Griffith? Je ne me rappelle pas. Entendu. Qui s'est enfui le premier? Vous êtes-vous enfui le premier? Je ne me rappelle pas. Bien, continuons. Vous avez sorti votre couteau, ils ont avancé vers vous, n'est-ce pas? Ouais. Et c'est en les voyant approcher que vous vous êtes enfui. Ouais. Quand vous disiez ne pas avoir de couteau, vous disiez que vous aviez... Ça fait chier tout ça, y en a marre. J'en ai vraiment ras-le-bol. Asseyez-vous. J'en ai vraiment rien à foutre de toutes ces conneries. C'est vraiment débile. Moi, je me tire, ça va comme ça. Monsieur Grimes. Bande de tarés. Silence ou je fais évacuer la salle. Vous disiez vouloir garder Grimes dans le box jusqu'à ce qu'il refuse de répondre. Vous êtes donc arrivé à vos fins? Grimes n'a aucun respect pour la cour, aucun respect pour le jury, il n'a aucun respect pour personne. Et le jury doit commencer à comprendre qui étaient vraiment les agresseurs. Encore une question, s'il vous plaît. Slaney a été absolument brillant. Et s'il s'attaque à Sandiford de cette façon, tout sera terminé. J'ai observé le jury, Joe. Il détestait Grimes, même avant sa sortie en fanfare. Il n'est pas facile d'effacer une impression aussi défavorable. Il faut que tu mettes le doigt sur les problèmes cruciaux. Monsieur Hines, avez-vous un témoin ou pas? J'en ai un, Monsieur le Président. Encore un petit moment. Mon Dieu, que se passe-t-il? Attendez. C'est elle. Elle se sent bien? Elle est morte de trouille, mais je suis sûr qu'elle tiendra le coup. Nous appelons à présent Teresa Fisher. Madame Fisher, vous rappelez-vous où vous vous trouviez le soir des faits? Oui, chez ma sœur Angie, elle a une maison à Ward Beach. Je me recoiffais. À 1h moins 20 ou peu de temps après, est-ce qu'il s'est produit quelque chose d'inhabituel? Oui. Il y avait des hurlements, du bruit dehors. Je me suis levée, je suis allée vers la porte et j'ai regardé dehors et j'ai vu toute une bande de blancs qui battaient à mort un noir de l'autre côté de la rue. Avez-vous vu si ce groupe de blancs était armé? À un moment donné, j'ai vu qu'il frappait le noir avec une barre de métal. Et un des autres jeunes avait une branche d'arbre. Veuillez expliquer au jury comment il se servait de la barre de métal. D'abord, ils l'ont poursuivi jusqu'à la grille. Et je l'ai vu essayer de la franchir, mais ils l'ont tiré vers eux. Et ils lui ont donné des coups de pied. Et puis ils l'ont battu. Comme ça. Nous souhaiterions savoir si vous avez appelé au secours. Oui, bien sûr. J'ai tout de suite appelé la police. Madame Fischer, je m'y perds un peu. Vous avez dit être resté à la porte de devant, et que vous avez appelé au secours, vous avez appelé la police. Enfin, vous avez dit que vous aviez peur. Vous avez dit qu'il faisait déjà nuit et que votre sœur s'efforçait de vous empêcher de rester dehors. Et cependant, vous dites avoir réussi à voir exactement ce qui se passait de l'autre côté de la rue. C'est exact. Vous nous avez dit aussi que vous avez vu ce noir, tel que vous le décrivez, se relever avec peine et se mettre à marcher. Oui, j'avais laissé le téléphone à ma sœur. Ouais.
Où est-il allé, Madame Fischer? Il a avancé vers moi. Il y a une voiture qui a été abandonnée devant. Il a avancé vers la voiture et il a levé les yeux vers moi. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Oui. Eh bien, qu'a-t-il dit? Je vous en supplie, aidez-moi. Je suis sûre qu'ils vont me tuer. Très bien. Et vous avez fait demi-tour et êtes rentré? Je n'étais pas vraiment sortie, en fait. Je n'étais qu'à moitié dehors. J'ai dit à Angie... Répondez de façon précise. Avez-vous fait demi-tour et êtes-vous rentré? Oui ou non? Elle vient de répondre. Elle était à moitié dehors, à moitié dedans. Ça vous va? J'aimerais que le témoin réponde de façon précise. Vous avez indiqué à un moment donné que vous étiez sorti quelques minutes. On dirait qu'il m'en veut. C'est tout à fait ridicule. Vous êtes sourd ou quoi? Madame. Pourrais-je vous parler un moment? C'est insensé. Vous avez d'autres questions, Monsieur Bernstein? Oui, j'en ai de nombreuses. Je poursuis. Vous êtes à moitié à l'intérieur de la maison, et ensuite, que s'est-il passé? Eh bien, mon autre sœur Rosa est revenue avec ma voiture. Et j'ai pris mes affaires, je suis montée dans ma voiture et j'ai fait le tour du pâté de maison en essayant de retrouver ce noir. On y est. Continuons. Et approximativement, quelle a été la durée de cette balade en voiture? L'accusation cherche à harceler le témoin. Je m'efforce de reconstituer une chronologie précise des événements. J'ai hurlé par la fenêtre de ma voiture. Je vous en prie, venez, je veux faire quelque chose pour vous. C'est moi que vous avez vu tout à l'heure devant la porte. Je viens vous sortir de cet enfer. Je réitère ma question, Madame Fischer. Combien de temps a duré cette balade en voiture? Ça a duré 20 minutes, ça a duré 10 minutes, ça a duré 15 minutes, 5 minutes? Ne me parlez pas de minutes. Si vous aviez été là, on ne s'occupe pas de minutes quand on a vu quelqu'un sur le point de mourir. Alors je vous en prie, ne me parlez pas de minutes. Alors que je ne voulais penser qu'à cet homme, à sa vie. Et il faudra garder votre sang-froid. J'ai compris. Cédric, où êtes-vous né? En Guyane, en Amérique du Sud. Et quel est votre statut, pour le moment, aux États-Unis? La vérité, Cédric. Vous savez que Slaney vous attend au tournant. Immigrant clandestin. Magnifique. Avez-vous servi dans les forces armées américaines? Oui, monsieur, d'avril 68 à juin 70. Et vous aviez quel grade? J'étais infirmier de guerre assigné à l'hôpital de Mannheim en Allemagne. Quelle était votre tâche? Joe, vous devriez venir au téléphone, c'est important. Il arrive. Allô, Heinz? Comment ça, le terminal a déconné? Mais comment est-ce que c'est possible? Eh bien, trouvez-moi le responsable en 4e vitesse et fusillez-le. Les médecins légistes ont vraiment fait du beau travail. Ils disent que Griffiths avait au moins 10 fois plus de cocaïne dans le sang qu'on ne l'avait cru. Ils ont procédé à de nouveaux tests? Ils ont fait 1 million de tests, mais il y a eu une connerie au labo. Bernstein et Slaney vont en faire des gorges chaudes. Ça, vous pouvez le dire. Bon, ça ne représente toujours pas grand-chose, moins d'1 milligramme par litre. On demandera au docteur Habert, le toxicologue de... Cornell? De Cornell, oui. D'expliquer ça au jury, ça sonnera mieux si ça vient d'un expert. Eh ben, si vous croyez ça, je vais essayer de vous vendre à prix d'or la Tour Eiffel. Et vous nous avez dit ce matin que vous avez eu un problème de toxicomanie à l'armée. Oui, monsieur. Eh bien, quelle était l'ampleur de ce problème? Je prenais de la marijuana et de la cocaïne. Je ne savais pas encore que ça serait un problème. Eh bien, combien de marijuana et de cocaïne avez-vous pris avant de considérer que vous aviez un problème? Attendez une minute. Quoi, déjà? Monsieur Slaney, je n'aime pas cette remarque. Quoi, déjà? Elle suggère clairement au jury que vous vous apprêtez à faire ce que vous ne devriez pas faire. Oh. Merci. Continuons. Vous avez également dit qu'on vous a 2 fois arrêté, c'est exact? Oui, monsieur. Et il m'en souvient une fois pour possession illégale d'un fusil à canoncier. En fait, j'avais seulement oublié de le déclarer. Ah, parce qu'on peut déclarer un fusil à canoncier. J'ai une objection. Accordé. Alors, oui ou non, est-ce qu'il est légal d'avoir un fusil à canoncier dans n'importe quelle ville des États-Unis d'Amérique? Objection. Je crois qu'il fait la sourde oreille. Accordé. Monsieur Slaney, vous posez des questions argumentatives aux témoins. Oui ou non, c'est argumentatif? Accordé.
Vous avez témoigné devant le grand jury, est-ce exact? Oui, monsieur. Et vous rappelez-vous avoir entendu ces questions et avoir donné ces réponses? Première question. Vous vous êtes enfui en courant, que s'est-il passé ensuite? Réponse, ils ont été plus rapides que nous. Deuxième question. Quelle distance avez-vous parcouru avant d'entrer à nouveau en contact avec le groupe? Réponse, on a dû dépasser 3 pâtés de maison, mais ils ont été à nouveau plus rapides que nous. Vous rappelez-vous avoir entendu ces questions et donné ces réponses? Oui, monsieur. Et ce « nous » dans vos réponses, monsieur, faisait-il référence à vous et Michael Griffiths? Non, je parlais seulement de moi au grand jury, monsieur. Et vous ne faisiez référence qu'à vous-même en disant « nous ». Le mot a dû m'échapper, monsieur. N'est-ce pas un fait, monsieur Sandiford, que la dernière fois que vous avez vu Michael Griffiths, il s'efforçait de traverser la clôture qui borde la 86e rue? Non, monsieur. La dernière fois que je l'ai vu, il était mort sur le périphérique. Dans leur plaidoirie, les avocats vont à nouveau passer en revue toutes les pièces que vous venez de voir et d'entendre. Quoi qu'il en soit, c'est vous et vous seul en tant que juré qui êtes les juges uniques et exclusifs des faits. Monsieur Slaney. Mesdames et messieurs, vous avez de la chance d'une certaine façon. J'ai la gorge irritée, je suis enrhumé. Alors, je ne pourrais pas hurler autant que d'habitude. D'un autre côté, je vais devoir rester près de vous en essayant de vous épargner mes germes. Je suis sûr qu'aucun de vous n'aimerait partager la position de nos clients dans le box des accusés. Ils n'ont fait qu'aller ensemble dans une pizzeria parce qu'un ami à eux était venu se plaindre d'avoir été pris à partie. Je sais, ils n'auraient jamais dû le faire, selon l'accusation. Cependant, d'un autre côté, examinons ensemble tout ce que M. Hines nous dit être complètement normal. Se promener dans les rues avec un fusil à canoncier, c'est normal. Menacer et voler une vieille dame, c'est normal. Poignarder sa petite amie, voler ses économies pour acheter de la drogue, c'est normal. Selon eux, il n'y a jamais une seule chose à reprocher à quoi que ce soit qu'aient pu faire leurs témoins. C'est toujours « hey ». Ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Excusez-moi. Je ne comprends pas comment Sandiford et Grimes ont osé venir ici et nous raconter 25 versions toutes différentes des faits que vous jugerez. Et nos amis de l'accusation leur font confiance. Ils nous disent, peu importe les faits, peu importe que toutes les autres versions soient toutes plus fausses les unes que les autres. En fait, si vous étiez dans la rue, vous gifleriez le premier qui osera insulter votre intelligence en vous racontant de telles sornettes. La seule vérité, c'est qu'un homme est décédé. Par accident. Un accident facilité par la stupidité. Le racisme n'a rien à voir là-dedans. En fait, ces enfants n'avaient ni couteau ni arme à feu. Et ils ne vous ont pas menti. Mesdames et messieurs, Monsieur Robert Riley fut le seul fautif. C'est lui qui s'est servi de la barre de métal. Cela dit, Monsieur Hines voudrait vous voir condamner ces 4 enfants qui n'ont rien fait de plus qu'être là et mouiller leurs pantalons. Cette affaire n'est rien qu'une baudruche gonflée hors de proportion, à un point ridicule. Donc, en conclusion, je demanderai au jury, à chacun de vous, d'aller offrir à ces jeunes la même poignée de main que vous souhaiteriez pour vous-même. Parce que si vous la leur refusez, d'une certaine façon,
Chacun de nous en souffrira. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est sûr, c'est qu'il les a fait pencher de son côté. Le président me demande de prononcer ma plaidoirie maintenant. Mais il est presque 6h30. Le jury est épuisé. Oui, mais si je les laisse dormir dessus, la rhétorique de Slaney risque de s'infiltrer dans les esprits. J'en sais rien. Ça se joue à pile ou face, Joe. Vous ne devez pas avoir envie de ruminer ça jusqu'à demain. Voici bien longtemps, notre nation a établi un principe selon lequel la couleur de la peau humaine ne doit pas dicter l'endroit où l'on doit aller à l'école, où l'on doit s'asseoir dans le bus, ou dans quel restaurant on peut déjeuner. Elle ne doit pas déterminer quel voyage on a le droit de faire, ou à quel moment l'heure est venue de quitter cette terre. Alors peu importe de quelle façon les avocats de la défense essaient de détruire les réputations et les personnalités de Michael Griffiths, Cedric Sandiford et Timothy Grimes, la loi et les principes fondamentaux de la plus élémentaire dignité nous disent qu'ils avaient le droit de marcher le long des avenues du Queens sans avoir à faire face à la violence d'une attaque, à l'humiliation ou à la mort. Rappelez-vous bien que Cedric Sandiford n'est pas en cause. C'est une victime. Rappelez-vous bien que Timothy Grimes n'est pas en cause. C'est une victime. Et bien sûr, la mémoire de Michael Griffiths n'est pas en cause. C'était lui aussi une victime. C'est seulement ces 4 accusés assis devant vous qu'il vous faut juger. Quel genre d'hommes sont-ils? Ils n'ont même pas levé le petit doigt pour secourir un être humain percuté par une voiture, à 30 mètres devant eux. Au lieu de cela, ils ont réagi avec une totale dépravation et une totale indifférence. Ils se sont retournés et ont couru après un autre être humain, l'ont rattrapé et l'ont battu sauvagement avec des branches d'arbre et une barre de métal. Vous en savez assez pour imaginer ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. Faites cet effort, et vous ne les verrez pas tels qu'ils sont aujourd'hui, mais tels qu'ils étaient, leurs visages déformés par la haine, vomissant d'abjectes injures racistes et de violentes menaces, en pourchassant Michael Griffiths dans les rues d'Howard Beach, avant de l'envoyer à la mort. Le temps ne fera pas marche arrière. Vous ne changerez rien à ce qui s'est passé ce soir-là. Mais votre verdict sera peut-être la flamme qui saura éclairer notre justice et fera voir sa lumière à tous les hommes. Il y a du nouveau ? Le jury a demandé au greffier de leur transmettre le témoignage de Grimes au sujet de l'histoire du couteau. Ah, c'est mauvais signe, ils doivent continuer à pencher pour la légitime défense. Dire qu'il suffit d'un vote de rien du tout et tout le boulot de plusieurs mois est bon à foutre par la fenêtre. Ils délibèrent depuis 10 jours, ils vont sûrement nous faire une fausse couche. Je vais m'acheter de l'aspirine. Attends, je t'accompagne. Combien tu as? 7. C'est bon. C'est Michael Piron qui m'inquiète. Allez, Le jury doit se demander comment un gosse qui boite est capable de pourchasser un gars jusqu'à l'autoroute. Mais c'est absurde. Si le jury coince à cause de ça, on est mort. Bonjour. Salut. Tu vois ces mômes? Il n'y a pas un seul raciste dans tout le groupe. Madame le premier juré, pouvez-vous nous donner votre verdict? Oui, Monsieur le Président. En ce qui concerne l'accusé, Michael Piron, nous le déclarons non coupable de tous les chefs d'accusation.
C'est bon. En ce qui concerne l'accusé John Lester, nous le déclarons coupable d'homicide par imprudence au second degré, de coups et blessures au premier degré et d'incitation à la violence. En ce qui concerne l'accusé Scott Kern, nous le déclarons coupable d'homicide par imprudence au second degré, de coups et blessures au premier degré et d'incitation à la violence. En ce qui concerne l'accusé Jason Ladon, nous le déclarons coupable d'homicide par imprudence au second degré et de coups et blessures au premier degré. Le jury nous donne un message simple et clair. La violence et l'intolérance doivent cesser. Monsieur Hines, diriez-vous que c'est la plus importante victoire de votre carrière? Il n'y a aucun vainqueur aujourd'hui. Les familles ont beaucoup souffert, de part et d'autre. Cela signifie-t-il que l'assassinat d'un noir ne sera plus toléré? L'assassinat de n'importe quel homme. Je vous remercie. Monsieur Ladon, avez-vous quelque chose à dire avant que je prononce la sentence? Monsieur le Président, je tiens à dire publiquement... Je suis navré, Madame Griffiths, pour la perte de votre fils. Je suis navré, maman et papa, que vos existences et vos espoirs se soient brisés contre un mur de violence. Et à la cour, je souhaiterais dire qu'un jeune homme a perdu la vie et qu'un autre est aujourd'hui devant vous. J'ai appris qu'il faut parfois avoir plus de courage pour dire non, non, je ne ferai pas ceci parce que tous les autres veulent le faire, ou non, je ne ferai pas cela parce que tous les autres veulent le faire. Je ne m'étais pas joint à mes amis pour blesser qui que ce soit ou dans le but de prendre part à un incident racial. J'y suis allé pour la même raison que tous les jeunes qui veulent sortir en groupe pour faire la fête et prendre un peu de bon temps. Aujourd'hui, nous savons trop bien comment et où cette fête-là s'est terminée. Je souhaite avoir un jour l'opportunité et le temps de faire de ma vie une vie productive. John Lester a été condamné à la peine maximum de 10 à 30 ans de prison. Scott Kern a été condamné à une peine de 6 à 18 ans. Et Jason Ladon a une peine de 5 à 15. Les condamnations ont été maintenues en appel. Un nouvel appel est en attente de jugement dans une cour d'exception. Joe Hines a poursuivi sa carrière de procureur spécial de l'État de New York jusqu'en juin 1989.